Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de retrouver le duo de vidéastes Pierre et Julie dans l'épisode du jour. En dehors de leur parcours, on a parlé de l'importance de trouver du sens dans le travail que l'on fait et de rendre chaque mariage unique. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter l'épisode. Hello Pierre et Julie, bienvenue dans Wedding Divan. Depuis le temps qu'on parle de cette interview avec Julie, je suis ravie de vous voir enfin ici. Ouais, merci. Oui, effectivement, ça fait un long moment qu'on en parle, ouais. Ça fait, je dirais au moins 6, même plus que 6 mois. Ouais, même plus que 6 mois. Tu m'en as parlé très tôt quand t'as commencé. Ouais, donc ça fait plus d'1 an du coup. Et en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, le temps de trouver le temps de se poser, ça file à une allure dingue. Donc voilà. On se rend pas compte comment ça passe. Mais en tout cas, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Déjà, pour les personnes qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu comment vous êtes devenu vidéaste, comment vous vous êtes connus, comment vous avez décidé de vous associer, tout ça? Donc, on est Pierre et Julie Film, on est vidéaste. Ça fait 8 ans environ, je dirais que on a lancé Pierre et Julie Film. Et en parallèle de ça, on travaille pour la télévision comme monteur tous les deux depuis environ 15 ans, comme intermittent du spectacle. Et donc, on a différentes activités, mais toujours avec l'image, toujours en lien avec le montage, avec le fait de créer, de raconter des histoires, que ce soit pour la télé ou pour notre entreprise. Nous, on s'est connus... En fait, on est vidéaste depuis 8 ans maintenant. On s'est lancé un peu par hasard, mais on a eu envie de se challenger un peu, chercher quelque chose d'un peu nouveau. Et comme disait Julie, par nos métiers, c'est vrai qu'on aime bien être assez créatif et raconter des choses, raconter des histoires. Donc, on s'est lancé dans ce petit défi. Au départ, on savait pas trop vers quoi on allait, mais ouais, c'est comme ça qu'on s'est lancé il y a donc 8 ans maintenant. Ouais. Et nous deux, ça fait 14 ans qu'on se connaît. Et nous, par contre, ça fait bien plus longtemps. Ça fait 14 ans qu'on s'est rencontrés, qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Effectivement, on a eu envie de se lancer il y a 8 ans dans une nouvelle aventure professionnelle parce que on avait la sensation d'avoir fait un peu le tour de nos métiers à ce moment-là en télévision. Et on s'est dit... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de différent pour retrouver un peu un souffle à ce qu'on faisait à ce moment-là? Et moi, j'ai fait un bilan de compétences, en fait, il y a 8 ans, pensant changer radicalement de métier. Et j'étais partie vraiment dans complètement autre chose, ouvrir un commerce, vraiment rien à voir. Et il se trouve que de ce bilan de compétences, il est ressorti que j'aimais passionnément mon travail et qu'il fallait juste que je trouve une manière de le faire différemment. Du coup, j'ai soumis l'idée à Pierre de pourquoi pas se lancer pour créer, nous, des images, parce qu'en télévision, on est uniquement monteur, on n'est pas du tout cadreur, on ne filme jamais pour la télé. Du coup, je lui dis, écoute, est-ce que ça te tente? Et il me dit oui. Donc, on a fait une formation caméra. On s'est formé pendant 1 mois aux caméras grand capteur. Et voilà, de là est partie l'aventure Pierre et Julie. Et comme disait Pierre, au départ, on n'avait pas d'objectif précis. Ouais, c'est ça. Donc, on n'avait pas imaginé ou projeté tout ce qui allait se dérouler sur ces 8 dernières années.
Et là où ça nous a amenés, c'est-à-dire voyager dans le monde entier, rencontrer des gens extraordinaires du monde entier, faire des projets incroyables avec des gens vraiment super partout, quoi. Ça a dépassé complètement les projections Rencontrer de nouveaux qu'on amis avait, aussi, quoi. proches. Donc ça, c'est vrai que pour ça, c'est une expérience magnifique. Et du coup, vous avez gardé les 2 métiers aujourd'hui, hein. Vous travaillez toujours pour la télé. Absolument. Ouais. On a toujours eu envie d'avoir différents projets. On trouve ça sain de pas, entre guillemets, mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Pour nous, c'était sain d'avoir aussi des projets professionnels qui soient pas ensemble, étant donné qu'on est un couple. Ça nous semblait bien parce qu'en télévision, on travaille pas du tout dans le même secteur, on bosse pas du tout pour les mêmes télévisions, pour les mêmes programmes. Et on trouvait ça sain aussi de garder chacun quelque chose à soi. Professionnellement parlant, de pas tout lier parce que on a beau s'aimer très fort, on est aussi réaliste et dans la vie il peut y avoir des soucis et du coup ça nous paraissait plutôt sain de garder chacun quelque chose à soi. Tout à fait. Et quand vous travaillez du coup sur le mariage, ça va être toujours à 2 ou vous pouvez être soit l'un soit l'autre? Comment ça marche? Alors pour le moment, on a toujours travaillé à 2. On a voulu travailler à 2, on a toujours cherché à être à 2, on avait réfléchi à faire un duo photo-vidéo même, mais comme pour Julie comme pour moi, en fait, ça aurait été une forme de renoncement de ne pas faire de vidéo, donc on s'est dit, il faut qu'on trouve nos forces en tant que 2 vidéastes, qu'on développe ça, quels sont les atouts que ça peut amener d'être 2 vidéastes, et donc on est devenu un duo de vidéastes, et effectivement on travaille tout le temps à 2 sur chaque événement, on est tout le temps à 2. C'est ça. Ouais. Ok. Et comment vous définiriez votre style de vidéo? C'est un peu délicat à définir, je pense. Ça a pas mal évolué en plus avec le temps. Sur ces 8 dernières années, je pense que nos films ont pas mal changé. On en a un peu parlé récemment avec Julie. On dirait que maintenant, nos films, ils sont assez sensibles. En fait, on cherche à toujours tourner autour de l'émotion, de l'esthétique et du sens qu'on veut donner à nos films. Donc on essaye toujours de travailler sur ces 3 axes-là. Comme disait Pierre, on préfère réfléchir à la question en parlant d'axes qui sont pour nous des choses essentielles à nos films, qu'on a envie absolument qu'ils soient présentes dans chacun de nos films. Mais un style en particulier, on n'a pas envie de s'enfermer dedans dans la mesure où c'est clairement en évolution perpétuelle et ça le sera encore. Justement, c'est quoi la diff entre votre première saison et votre saison 8 au niveau du style, du coup? Comment vous avez évolué? Bien, j'espère, déjà. Pour nous, en tout cas, oui, il y a forcément une évolution. On a toujours cherché à... Déjà, nous aussi, on a jamais voulu rentrer dans une routine. C'est quelque chose qui nous fait un peu peur, entre guillemets. On aime bien essayer, donc, du coup, de se trouver un petit peu des nouvelles façons d'aborder les choses, enfin, apporter quelque chose d'un peu nouveau, quoi. Et chaque année, c'est un petit peu un questionnement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui nous a plu sur la saison passée pour savoir est-ce qu'on peut un peu plus réfléchir sur justement ces choses qui nous ont plu, essayer de trouver des solutions à ce qui nous pose problème. Donc on a toujours cherché à évoluer, je dirais. Quelle est la différence entre la première saison et celle qui vient de passer? Je dirais en connaissant un peu plus le métier, on s'est beaucoup plus intéressé à l'histoire de nos couples, à qui ils sont. Chose qu'on faisait peut-être pas au début en fait. Et puis les styles de films des vidéastes aussi ont pas mal changé et on a essayé de s'affranchir un petit peu aussi des codes entre guillemets quoi. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui a changé, je pense, c'est vraiment la relation à créer avec nos couples, leur histoire, comprendre leur histoire, qu'on soit touché par leur histoire pour pouvoir la raconter ensuite. Ouais, se servir de ça pour le mettre à profit dans le film de manière à raconter et à produire des films qui soient à chaque fois différents et chaque fois uniques puisque 100% celui qui correspond aux gens qu'on a en face de nous. Et puis, moi, j'aurais ajouté que quand même, avec le temps qui est passé, on a aussi compris quels étaient nos atouts, nos points forts, nos points faibles et que par conséquent, ça aussi, on s'en sert
mieux travaillé. Et que au début, entre la première saison où on découvrait complètement le métier et aujourd'hui, on sait quels sont nos axes d'amélioration, on sait qu'est-ce qui est important pour nous à transmettre et qu'est-ce qui fait que les gens viennent nous chercher nous plutôt que un autre vidéaste ou un autre duo. Et du coup, renforcer ça, et ça passe, comme disait Pierre, par le lien qu'on entretient avec les gens qui font appel à nous, quoi. Alors on va revenir au lien, mais j'aimerais bien savoir, moi, c'est quoi vos avantages, vos points d'amélioration. Est-ce qu'on peut en parler ou non, c'est très tabou. C'est la sauce secrète du Big Mac. Bien sûr qu'on peut en parler. Par quoi on commence? Difficile. Hein? Ouais, c'est vaste. En fait. Moi, je pense que dans nos axes d'amélioration, on aurait, d'un point de vue purement technique et pratique, par exemple, je sais que de mon point de vue, j'ai très envie d'améliorer nos prises de son, par exemple. Donc, je sais que d'une saison à l'autre, on essaye à chaque fois de trouver des solutions pour améliorer la prise de son, parce que le son est un élément essentiel d'une vidéo. C'est ce qui fait toute la différence avec la photo. C'est la dimension sonore. Et du coup, si t'as pas une bonne prise de son, ton film, il sera moins immersif. Et s'il est moins immersif, les gens sont moins touchés. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on essaye à chaque saison de trouver des astuces parce qu'on a beau être vraiment des couteaux suisses et être deux, il y a toujours un moment où c'est très compliqué la technique et ça part en cacahuète, quoi. Donc ça, par exemple, c'est toujours un axe d'amélioration, je pense, 8 ans après, être sûr qu'on a une prise de son qui soit parfaite. C'est vraiment un gros questionnement pour moi, c'est quelque chose de très important. Améliorer aussi nos images, parce que même si dans l'ensemble c'est correct, moi j'estime qu'on peut toujours mieux faire. Et donc, je sais qu'il y a des choses qui me font envie, et pas plus tard que hier ou avant-hier, j'ai montré un truc à Pierre en lui disant « J'aimerais obtenir ce rendu, comment tu penses qu'on peut faire ?» Donc, tu vois, il y a des choses comme ça où on essaie de réfléchir à si on veut améliorer des choses, par quel biais ça passe. Donc ça, c'est le côté purement technique en quelque sorte, mais qui est toujours au service de quelque chose qui va toucher à l'esthétique et au film qu'on a envie de produire. Donc c'est dans une démarche qui est globale, je dirais. C'est pas que de la technique. Et puis après, ça va être la relation à nos couples. Comment mieux communiquer avec eux pour mieux leur faire comprendre ce qu'on a envie de faire, là où on souhaite les amener, les faire adhérer à une vision qu'on a qui est beaucoup plus large que celle du mariage, mais qui est du coup sur l'ensemble de leur histoire. Donc voilà, tout ça, c'est des axes d'amélioration, de réflexion qu'on a continuellement. Parce que nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est raconter des histoires, créer du sens, tout ça. Donc, c'est important pour nous de réussir à transmettre ça au couple pour qu'ils soient en confiance et qu'ils nous donnent accès à tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille tout le temps. Et ensuite, sur nos atouts, je dirais qu'on est très complémentaires. Ouais. Et du coup, on sait qu'on peut facilement s'appuyer sur justement les forces de l'autre qu'on n'a pas. Et ça, c'est quand même une énorme richesse. Ouais, et puis on a appris à le faire aussi. On a appris à le faire, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je me repose entièrement sur toi et inversement. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme atout parce que pour nous, c'est aussi une manière de, en quelque sorte, d'être moins fatigué, moins usé de certains trucs. Et puis, je pense que le fait qu'on travaille en télé est un gros atout parce qu'on apporte quelque chose à nos films qui sort radicalement du milieu mariage. Et je crois que même dès le début, on a essayé toujours de trouver une manière de faire ce travail en n'étant pas 100% mariage. On a toujours essayé de trouver des morceaux de musique qui soient pas mariage ou tu vois des choses comme ça qui nous permettaient d'utiliser l'expérience qu'on a en télévision au service de ce métier de vidéaste de mariage. Et alors, tu disais que vous vous reposiez l'un sur l'autre sur certaines choses. C'est quoi, en gros? Comment vous vous répartissez? Parce que là, vous cadrez tous les deux. Vous montez tous les deux? Ouais. On cadre tous les deux en mariage, on monte tous les deux. Moi, en revanche, je fais pas du tout de colorimétrie. Je fais pas du tout d'étalonnage. C'est toujours entre les mains de Pierre que ça passe. 100% de nos films passent entre tes mains pour la colo. Moi, j'en fais pas. Et à contrario, par exemple, je gère les réseaux sociaux.
ce que Pierre ne fait pas du tout. On va révéler un énorme secret. Non, c'est plus un secret. Pierre n'a pas Instagram sur son téléphone, les amis. Pas Facebook non plus. Et Facebook non plus d'ailleurs. Donc vous parlez à Julie quand vous parlez à Pierre et Julie. Ça, je m'étais rendu compte. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Après le jour J, on a aussi chacun des postes. Ouais, on s'est réparti justement effectivement les tâches et en fonction aussi de nos points forts et nos faiblesses entre guillemets quoi. Donc on se répartit aussi ça pour alléger le travail de l'autre, pour que ce soit plus fluide entre nous aussi. C'est quoi? C'est par moment de la journée, genre toi tu gères les préparatifs? En gros c'est ça, ouais. Et, moi je suis un petit peu plus à l'aise pour aller au-devant des gens que je vais pas connaître ou quoi. Pour Pierre c'est un peu plus difficile. Donc en général j'ai plus de facilité à m'occuper des préparatifs, à m'occuper au moment du cocktail, d'aller voir les gens, d'aller décrocher des sourires, des choses comme ça. Et Pierre, lui, est plus à l'aise malgré tout pour faire les lieux, la déco, les trucs de ce style. Ça te permet de pas être trop dans la foule, qui est quelque chose qui parfois est un peu difficile à gérer. Et essayer d'anticiper ce qui va se passer après pour qu'on soit aussi un peu près aussi, pas pris au dépourvu en tout cas, avec des choses qui vont arriver, donc essayer de préparer un petit peu en amont ce qui va arriver, quoi. Ouais, et puis on a trouvé notre équilibre comme ça au final, et c'est vrai que on sait que, parce que malgré tout, une journée de mariage, c'est quand même rodé, quoi. Enfin, a priori, ça se passe toujours à peu près pareil, donc on sait qu'il y a à peu près ce temps-là pour la cérémonie, pour préparer la cérémonie. Bon, ben ça, c'est Pierre qui s'en charge en général, parce que les prépas des mariés terminent assez tard. Donc, généralement, c'est moi qui arrive en dernier sur le set de cérémonie. Et Pierre a eu l'occasion, lui, de mettre en place le son, la caméra de secours, des choses comme ça, quoi. Donc, on se répartit les tâches. Après, en montage, c'est on monte tous les deux, donc, mais on monte pas forcément sur le même film, même si ça peut arriver. Et je dirais aussi qu'une de nos forces, c'est vraiment en montage, c'est d'être deux et de pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un qui monte pas le film justement. Donc, quand je fais un montage ou que Julie fait un montage, on va le présenter souvent même en cours de montage, en cours de travail. On va montrer une séquence et pour avoir un ressenti, pouvoir en parler. Je pense que c'est un de nos points forts aussi, enfin en tout cas un de nos avantages, peut-être pas un point fort, mais un avantage, c'est d'avoir la possibilité de présenter son travail à quelqu'un en cours de travail. Cours de travail, à quelqu'un qui n'est pas en train de faire ce montage-là et qui le découvre, donc avoir des mots sur un ressenti, quoi. Le recul, ouais. Et un recul, un espèce de recul. Je pense que c'est un vrai avantage pour nous, ça aussi. Encore une fois, on est complémentaires, mais on a réussi à façonner les choses de telle manière on peut aussi reprendre le montage de l'autre. Donc, on sait monter chacun son film, tout en bénéficiant du regard avec le recul que l'autre peut lui apporter. Mais on sait aussi monter à quatre mains, comme on dit. Et c'est-à-dire que si vraiment je me retrouve handicapée à pas trouver de solution, Pierre, il va reprendre le montage et proposer une solution. Et en fin de compte, ça nous permet aussi, je pense effectivement, c'est un énorme avantage parce que ça nous permet aussi, quand on est vraiment face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on a quelqu'un qui peut prendre la suite. Et ça, je crois aussi que ça se voit pas, quoi. Quand tu vois les films finis, tu peux pas savoir lequel de nous deux a monté, tu peux pas savoir si c'est un film qui a été monté à quatre mains. Donc on sait travailler comme ça de manière. Après ça c'est aussi quelque chose qui nous a été apporté par la télévision, c'est-à-dire qu'en télévision, on sait travailler en équipe, puisque de facto, on travaille toujours en tant que monteur avec un journaliste ou un réalisateur, un rédacteur en chef. Donc en fait, être sur une coécriture, c'est quelque chose qui est totalement naturel pour nous, puisque c'est vraiment comme ça qu'on travaille depuis le début qu'on a commencé à pratiquer le montage. On est toujours en coécriture. Sur les choses qui sont produites, que ce soit des tout petits sujets de 2 minutes comme des beaucoup plus longs films de 52 minutes, on n'est jamais seul. Et donc ça, c'est quelque chose dont on se sert aussi pour ne pas avoir peur de montrer notre boulot et confronter nos idées, en discuter pour le bien du film à la fin, en fait. Et en télé, du coup, vous faites quoi comme type de montage? C'est quoi, des émissions genre d'infos? Ça peut être plein de trucs différents?
On n'est pas du tout dans le même secteur. Moi, pour la télévision, je fais principalement du journal télé, donc des sujets pour le 13h ou le 20h de TF1. Je fais des magazines du type 66 minutes ou ce qui se passe sur M6, des magazines d'actualité. Et je fais du documentaire. Donc là, c'est encore différent parce que c'est des films plus longs avec un réalisateur et c'est ce que je préfère. Mais j'aime bien toutes les formes, tous les aspects du travail que je fais en télé, j'aime bien. Donc moi, c'est vraiment ancré dans le réel, dans l'actualité. C'est vraiment ce genre de film que je produis pour la télé. Et moi, c'est plus dans le domaine sportif au final maintenant. Je travaille plus que pour ça maintenant, donc sur des événements sportifs en tout genre. Donc je suis souvent amené à aller en mission, à aller sur le terrain, pour monter aussi, pas pour filmer, comme disait Julie. Moi, c'est plutôt sur le sport. Ouais, tu peux dire quel type de sport, tu vois. Bon, il y a un peu de tout. Il y a du vélo, il y a des courses rallye, courses automobiles, il y a du rugby. Il y a vraiment... C'est pas beaucoup de foot. Pluridisciplinaire, on va dire. Et c'est un milieu que j'aime bien parce que c'est assez... il n'y a pas un enjeu comme sur un JT, un news ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, le travail que je fais, c'est toujours dans le stress, mais il n'y a pas un enjeu radical à la fin et c'est toujours un peu plus léger, on va dire. Donc c'est un peu plus sympa, je dirais. Il y a plus de stress sur vos métiers ou sur vos métiers télé ou sur vos métiers mariage? Bon, les deux, pareil. Hein. Il y en a dans les deux, mais c'est pas du tout le même. Il y en a dans les deux parce qu'en télévision, on est soumis à une diffusion. Et en fait, cette diffusion nous contraint à, quoi qu'il arrive, sortir le sujet, sortir le film, en fait. T'as pas le choix, tu peux pas procrastiner. Il y a une date de diff, il y a un horaire de diff, il faut que le film soit fini à temps, et voilà, si tu galères, c'est ton problème et pas celui de la prod, quoi. Du coup, c'est stressant par rapport à ça, mais on n'a pas d'enjeu. Je dirais qu'on n'a pas vraiment d'enjeu humain et émotionnel. Exactement, c'est un peu différent. Tandis que dans un mariage, les gens nous confient quand même leurs souvenirs, les souvenirs a priori quand même d'un événement qui compte énormément. Bon, c'est une responsabilité qui nous engage et le stress, il est là. Ouais. Le stress, il est là dedans. C'est-à-dire que tu peux pas te louper et c'est du one shot aussi. En télé, malgré tout, il y a quand même des temps de visionnage pour modifier, pour machin. Et puis, on tourne pas pour la télévision. Donc, on n'a pas le même stress non plus. On arrive en bout de course pour la télé. Mais voilà, le mariage, c'est du one shot. Si tu as raté l'entrée de la mariée, si tu as raté les alliances, les vœux, tu peux pas refaire faire. C'est clair. Et vous avez jamais eu envie de faire autre chose que du montage pour la télé? Non, moi, j'ai jamais cherché à valoriser le fait que je cadre pour la télé. Toi, t'avais essayé un peu, t'avais tenté. Ouais, j'avais tenté, mais c'est vrai que je me rends compte aussi que mon métier préféré, c'est quand même monteur, quoi. J'aime beaucoup cette partie-là et j'ai pas trop envie d'en changer, donc non, en tout cas pour le moment, je dirais pas que je veux faire autre chose. Ça aussi, ça peut être amené à évoluer. Moi, j'adore tourner, j'adore être en tournage, donc c'est pas exclu pour moi, mais je l'ai pas fait encore. Après, il y a peut-être un manque de temps aussi, c'est-à-dire qu'on fait quand même beaucoup de choses et du coup... Ouais, il y a peut-être ça quand même aussi, ouais. On n'a pas beaucoup le temps de caler encore une autre facette, mais c'est pas exclu pour ma part, parce que moi j'aime beaucoup tourner. Et vous faites combien de mariages par an du coup? Nous, on en fait une moyenne, on va dire, de 8. Il y a des années où on en a pris un peu plus, parfois un peu moins. Et là, cette année, on en prend moins parce que on produit une formation, un workshop vidéaste en octobre. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait pas qu'on blinde notre saison, sinon on n'aurait pas le temps de bien travailler cette formation et on veut vraiment proposer quelque chose de chouette. Donc, pour le coup, cette année, ça sera une plus petite saison. Voilà. Et donc, en moyenne, 8. Et comment vous choisissez vos mariés alors? Parce que quand on en prend 8, j'imagine qu'on a plus que 8 demandes et qu'il faut choisir. On sélectionne... Déjà, c'est les mariés qui nous choisissent au départ, qui nous trouvent. Oui, mais effectivement, comme dit Magali, quand tu as un certain nombre de demandes et que tu signes que 8 mariages, c'est que nous, on fait une sélection aussi. Oui, mais je veux dire, c'est que
souvent les mariés nous choisissent et quand ils viennent à nous, c'est qu'ils ont aussi envie que ce soit nous. Que ce soit nous. Donc c'est à partir de là qu'on voit la relation qui peut s'instaurer entre eux et nous. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, pendant un certain temps, on faisait des choix qui étaient, je dirais, basés sur ce qu'on pensait que pouvait nous apporter le mariage en termes d'histoire intéressante. Et donc, c'était par exemple, on va sélectionner plutôt des cérémonies laïques parce que en cérémonie laïque, il y a un échange de vœux plus personnalisé, et donc c'est par ce biais-là qu'on va obtenir une histoire plus personnelle. Et on a un peu modifié notre approche et nos formules, et aujourd'hui on propose quelque chose, on propose un travail où en fait on va dédier un temps de tournage au couple pour raconter son histoire. Du coup, ça n'a pas d'importance finalement à l'heure actuelle la forme que va prendre le mariage. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'histoire des gens. Et donc, par conséquent, que ce soit un religieux ou un laïc, pour nous aujourd'hui, c'est plus un sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui lie les personnes, qu'est-ce qui fait leur histoire, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on évoque tout ça, qu'on le raconte, qu'on en parle. Voilà, c'est plus des choses comme ça qui vont nous faire choisir. Et après, on n'est pas trop, on n'est plus, on l'a été, moi peut-être plus que toi d'ailleurs, mais attaché au lieu, mais plus tellement. C'est vraiment ce qui nous intéresse maintenant, c'est beaucoup l'histoire des personnes. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'idée de se livrer? Est-ce qu'ils sont d'accord pour partager avec nous une partie comme ça de leur histoire et tout ça? Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui m'importe aujourd'hui. Et voilà, pour les aider à la retranscrire. Donc, comment on les choisit? C'est vrai que c'est un choix mutuel, c'est-à-dire que on va choisir des gens qui nous ont déjà choisis pour cet aspect-là, inévitablement. Des gens qui sont moins sensibles à ça, généralement, je vais avoir tendance à les rediriger vers des collègues qui vont faire un travail un peu moins autour du storytelling, un peu moins autour du couple et tout ça. Et après, il y a aussi des fois les projets juste qui nous font kiffer parce que on sait qu'il y a une team qui est trop cool et que c'est un photographe qu'on adore, une copine photographe, un lieu qui nous plaît. Donc il y a ça aussi parfois quand même. Ça rentre en compte aussi. Mais c'est moins primordial qu'à une période. Ok, donc tu disais tout à l'heure, vous avez un moment qui est dédié au storytelling, au fait que les mariés racontent leur histoire pendant votre vidéo. C'est le jour J, du coup, vous faites ça? Non, on a une formule, on a créé une formule justement pour les couples qui ont envie de dépasser le jour J. Nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'un couple se choisit, continue de se choisir? Qu'est-ce qui fait qu'un couple, malgré les années, décide de s'unir alors que on est quand même aujourd'hui aussi dans une époque où on n'a pas forcément besoin de ça pour constituer une famille, pour constituer un couple, tout ça. Donc pourquoi le mariage? Pourquoi ce mariage? Pourquoi à ce moment-là? Ça nous intéresse énormément et donc on propose aux couples qui sont OK pour ça de raconter tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le mariage et ce qui le rend unique, c'est justement le fait qu'il y ait eu tout ce parcours avant le jour J. Et c'est grâce à cette histoire-là que le film peut devenir réellement unique. Donc, on va dédier un temps avec une séance de tournage qui va être consacrée à ça, à faire des images et à ce qui se raconte, leur histoire, tout ça. Et c'est généralement avant le mariage, c'est vraiment un autre moment de tournage. Et ça peut être des semaines avant, ouais. Ça peut être plusieurs semaines avant, plusieurs mois avant même, c'est arrivé aussi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un grand questionnaire où on les invite à nous expliquer un petit peu leur histoire, et personnelle et de couple. Et puis, à partir de ce questionnaire, nous, on va tirer des ficelles de ce qui nous semble être constitutif de leur relation, de leur parcours, et on va écrire, à ce moment-là, une trame de film qu'on leur soumet. Et les gens, les couples, dans ces cas-là, sont au courant un petit peu de ce vers quoi on va aller. C'est vraiment une sorte d'écriture, entre guillemets, à quatre. À quatre.
autour de cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils sont prêts à délivrer, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à délivrer, voilà. Et du coup, nous on écrit et on leur livre pas vraiment un scénario parce que c'est du réel, c'est leur histoire, mais on leur livre en tout cas une trame écrite de ce qui nous semble intéressant à créer pour le film. Et voilà, on travaille autour de ça et on va faire les images en fonction de ce dont on a besoin pour illustrer tout ça. C'est quoi le genre de questions qu'on a dans le questionnaire ? Donc c'est depuis quand vous vous connaissez, quand vous êtes connus Ouais, et puis ça va être des questions qui sont à la fois très personnelles et d'autres questions plus sur leur couple. Sur les questions personnelles, ça va être qu'est-ce qu'ils estiment par exemple être leur plus grande réussite, leur plus grande épreuve aussi, où est-ce qu'ils se sentent à leur place. Et puis ensuite, j'ai des questions, je dis j'ai parce que c'est moi qui l'ai écrit ce questionnaire. J'ai des questions qui vont concerner leur partenaire. Votre partenaire a les amitiés qu'il ou elle a, par exemple. Quelles sont ses plus grandes qualités selon vous pourquoi est-ce que vous êtes tombé amoureux de cette personne? Racontez-moi la première fois que vous l'avez vue. Voilà, et les émotions que ça génère chez vous. Des choses comme ça. Puis ensuite, sur leur proficiente. On nous a déjà dit que le questionnaire, il ressemblait beaucoup à un questionnaire d'officiant, justement. C'est un couple qui nous a dit « Oh, on a déjà quasi répondu à tout pour notre officiant. » Ok. Et voilà, c'est des questions comme ça qui nous permettent en fait de comprendre où sont les forces aussi de leur couple, où sont peut-être les fêlures, et de mettre tout ça en lien. Et nous, ce qu'on adore aussi là-dedans, c'est que déjà, ça nous permet, en nous intéressant réellement à qui ils sont chacun, de produire un film qui est totalement unique, de raconter une histoire, puisque c'est ça qu'on aime par-dessus tout, en fait, c'est raconter des histoires. Et ça permet au couple aussi, parfois, on l'a observé, de se souvenir ou de se rappeler ou de se reconnecter à ce qui est réellement leur choix. Et ça, on trouve que c'est hyper beau. Ouais, ça c'est chouette, ouais. Ces moments-là où on se rend compte, pendant qu'on est en train de tourner, qu'en fait, entre eux, ils sont en train de parler de choses et on sent qu'ils reconnectent entre eux aussi. Ça, c'est assez sympa. Quand on ressent ce truc-là en étant à l'extérieur, ça nous fait du bien, en tout cas, de voir ça. Tu te sens... moi, je me sens au bon endroit, tu vois. C'est cool, quand même. C'est clair, c'est clair. Justement, on parlait du sens. Comment vous arrivez à trouver des nouvelles inspi à chaque mariage? Donc j'ai bien compris qu'il y avait cette histoire du couple, mais pour que chaque vidéo soit différente, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'histoire du couple que vous avez pour vous inspirer? Vous inspirez comment? Grâce à votre travail à la télé? C'est assez dur à définir, en tout cas pour moi, je dirais. Parce que en même temps, j'ai pas l'impression de faire des choses à chaque fois différentes, mais en même temps, je veux pas faire un film qui existe déjà. C'est un peu entre les deux. Je sais pas trop comment définir ça. Ensuite, chaque mariage en fait est différent aussi entre l'énergie des gens, la lumière, les lieux. Toujours différent, donc c'est un peu j'arrive pas vraiment à le définir. Je dirais que peut-être aussi c'est par le fait de notre métier de monteur où on cherche forcément à raconter une histoire. Les ficelles se tirent un petit peu toutes seules au fur et à mesure et ça donne quelque chose de différent peut-être à chaque fois, je sais pas. Mais ensuite en fait c'est qu'on a des couples différents avec des histoires différentes. C'est peut-être ça qui fait que les films sont pas forcément toujours les mêmes. Je dirais que après, on essaye aussi, comme beaucoup de créatifs, de se nourrir de tout ce qui nous entoure et qui génère et qui alimente la créativité et l'inspiration. Donc, ça vient aussi parfois d'un morceau de musique, ça vient aussi parfois d'une expo, d'un spectacle qu'on a vu, où on se dit « Ah, ça me plaît, j'aimerais bien transposer ça, le rapporter dans un film, comment je peux faire pour me l'approprier et utiliser cette énergie, cette sensibilité que j'ai trouvée là et qui m'a plu. » Et ça peut être même une bande-annonce de film où on se dit « Putain, mais quelle idée géniale, est-ce qu'on peut essayer de voir comment on pourrait exploiter le truc à notre sauce ?» Donc il y a tout ça aussi qui vient alimenter une créativité. Et ensuite, c'est vrai que c'est quand même beaucoup
l'histoire de chacun des couples. On est très frustrés quand les gens nous donnent pas accès ou nous donnent pas les clés à qui ils sont réellement, parce que ça arrive quand même parfois. Malheureusement, on a beau avoir un questionnaire fourni et nous essayer d'être le plus honnête et le plus clair possible avec les couples sur tout ça, il y a quand même des gens qui sont extrêmement pudiques et pour qui c'est très difficile et donc qui sont sensibles à notre travail mais qui n'arrivent pas à se dévoiler, ça arrive. Du coup, ça c'est une immense frustration parce que c'est vrai que c'est quand même par ce biais-là qu'on arrive à faire des films qui soient jamais les mêmes. Une journée de mariage, encore une fois, elle est tout le temps identique. Des gens se préparent, se marient lors d'une cérémonie, puis dînent et font la fête. Ce qui rend la chose particulière, c'est qui ils sont et qui les entoure, pourquoi ces gens-là les entourent, le passé, tout ce qui a amené à ce moment-là, quoi. Donc, je dirais que sur tout ce qui va être l'enrobage, donc l'esthétique, on est nourri par toute notre culture visuelle. Ouais, beaucoup le cinéma aussi. Moi, c'est vrai que c'est souvent des flashs quand je suis au cinéma. Je vois un truc et je me dis, je sais pas, il y a une idée, il y a un truc que j'aimerais développer là-dedans. Donc ça m'arrive assez régulièrement au cinéma. Et puis après, sur le fond, ça va être vraiment le travail qu'on fait avec eux, le sens, encore une fois, qu'on aime tant et qu'on cherche tant à donner, l'histoire, la construction d'un récit. C'est ça. Et puis des fois, c'est l'énergie des gens, ça t'inspire pas la même chose. On a justement, du coup, de fait, des couples qui sont ultra différents. Et du coup, les gens t'inspirent pas la même chose, quoi. Entre des gens justement très réservés, très pudiques, très en retrait, mais qui vont avoir une histoire hyper lourde, ou des gens qui sont très expansifs, ça t'inspire pas la même énergie, donc ça t'inspire pas forcément les mêmes images, les mêmes ambiances. Tout ça, ça joue. Est-ce que les mariés vous laissent carte blanche ou une fois que vous avez donné la trame ou il y en a qui vous imposent quand même des trucs? On demande la carte blanche, nous. Oui, on demande la carte blanche. C'est toujours... C'est une histoire de confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on entend complètement quand un couple il y a un point qui peut les déranger, on comprend complètement. On va pas insister là-dessus. On force. Enfin, vraiment, on sait à quel point c'est un film enfin, on espère que ce sera un film qui sera important pour eux dans le temps, je veux dire. Donc, on va jamais insister sur quelque chose qui ne leur convient pas. Donc, généralement, on a carte blanche, mais on est évidemment ouvert à l'écoute de s'ils ont quelque chose qui peuvent les heurter. Les heurter, ouais. Ben, en général. Mais généralement, oui, c'est carte blanche, quoi. Généralement, c'est carte blanche, et c'est vrai que comme justement, on leur demande de beaucoup donner, de beaucoup se livrer, on essaye aussi en retour de faire la même chose et on leur donne accès aussi à qui on est, à notre propre histoire. On les rassure aussi en leur disant que nous aussi, c'est quelque chose qui est un peu stressant, de réussir à faire quelque chose de bien pour eux. Et du coup, il y a beaucoup d'écoute. Donc, les gens nous font confiance, on acquiert leur confiance grâce à cette écoute et à ces échanges. Et puis ensuite, effectivement, comme tu disais, si vraiment il y a un point de blocage, même sur quelque chose qui avait été validé et qui se trouve être finalement pas OK pour eux, on l'entend et on force pas. C'est pas le but non plus. C'est rare. Franchement, c'est rare. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des techniques de post-prod particulières que vous utilisez par rapport à votre métier de monteur, ou est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec des personnes qui peuvent commencer dans ce métier et qui auraient besoin de conseils? Venez à notre workshop en octobre. Non, je sais pas trop comment répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Oui et non, c'est-à-dire que encore une fois, comme on vient de la télé, par exemple, on travaille beaucoup au clavier. Donc, on a énormément de raccourcis. On fait les trucs de manière assez instinctive et assez... Enfin, moi, je sais que je monte vite. Je sais que je monte vite du fait du news et tout ça. Je sais que ça va vite. On regarde pas trop nos doigts et je sais où je veux aller. Donc, mais ça, c'est difficile à décrire là, comme ça, sur un podcast. Dans un podcast. Et vous êtes formé, vous êtes formé comment? Est-ce qu'on n'a pas parlé de l'avant? Ouais, oui, c'est vrai. On a passé tous les deux un BTS audiovisuel quand nous étions jeunes. Donc, on est diplômés tous les deux du secteur audiovisuel. Moi, j'ai un BTS option montage. Et puis, toi, pareil. Mm-hmm. Et ensuite, on a fait une formation de 4 semaines caméra. Donc, on est formé aussi...
On a la chance, par le biais de la télé, d'avoir pu suivre tout un tas de formations assez régulièrement techniques et pratiques et qui sont pas mal, quoi. Après, sur des techniques de post-prod, pas simple à expliquer ça en podcast. On a l'habitude aussi, on a l'habitude de monter par exemple d'abord avec l'audio. Ça c'est quelque chose que moi que je fais beaucoup en télévision, je lis aussi je pense dans oui, on fait ce qu'on appelle un montage radio. Un montage radio, on commence d'abord par monter, sélectionner des discours qui pourraient nous intéresser, le réduire, peut-être parfois juste changer 2 bouts de phrase pour que ce soit plus logique dans le sens qu'on veut donner, nettoyer le son, enlever les hésitations, les bafouillements. Donc faire le montage d'abord de montage radio, donc cette sélection de sonores, essayer de faire une trame sur notre timeline et ensuite l'habiller et faire la peinture avec l'image, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. On commence le montage image que lorsqu'on a notre trame audio qui est posée, qui est définie. C'est ça. Donc on commence toujours effectivement par écouter tous les sons, tous les discours, tout ce qu'on a en rush audio, poser ce qui nous intéresse, le mettre dans le bon sens, dans le bon ordre, et on ne commence le montage image qu'une fois la trame vraiment. Et ça, c'est comme ça qu'on travaille en télé, il me semble. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a transposé au montage des films de mariage, ouais, carrément. C'était notre méthode de travail. Et la musique, c'est à la fin ou c'est après l'audio? C'est pas à la fin, mais c'est après l'audio, ouais. C'est après l'audio, c'est en même temps aussi, c'est... moi, je vais aller chercher différents types de musique, différents genres, et lorsque je vais commencer à avoir une sélection pas forcément complète, mais sur une partie, je vais essayer d'y mettre une musique dessous, voir si ça fonctionne bien, me rendre compte, quoi. Et si elle fonctionne ou pas, s'il faut la changer, s'il faut faire sans musique, s'il faut un autre style, ça peut m'aider aussi. Donc c'est un peu tout ça en parallèle, en fait. Tout ça avance un tout petit peu en parallèle. La sélection de sons, un petit peu la musique, après un petit peu les images dessus, voir si ça colle bien aussi. C'est un espèce c'est comme des fils qui se tressent un peu ensemble au fur et à mesure, quoi. Trop bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions que je vous ai pas envoyées? Je sais pas si vous êtes des grands auditeurs de Wedding Divan, mais j'envoie jamais les dernières questions. Si, moi je savais. Donc, non, moi, j'ai rien à ajouter. Non, je crois pas non plus. Ok. Alors, on va changer un petit peu d'habitude. Ma première question, ça va être, c'est quoi votre moteur dans la vie? Oh, waouh. Ouais, c'est des questions un peu plus philosophiques. Pourtant, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Moi, c'est un vrai souci dans ma vie de savoir ça, de comprendre ça. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me... Donc... de mon point de vue, il n'y a pas que une réponse. J'ai pas le même moteur dans ma vie personnelle que dans ma vie pro. J'ai pas le même moteur pour ma vie amoureuse que pour ma vie familiale, par exemple. Donc c'est hyper difficile. Et comme je suis plutôt à avoir du mal à faire des choix en plus, c'est la question à $1000. Mais je dirais... Si je devais résumer en un point commun de tout ça, ce serait d'être en phase avec qui j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être pour me sentir bien dans ce que je suis et dans qui je suis. Ouais, moi ça se résumerait un petit peu pareil, mais ça serait c'est pas une espèce de quête du bonheur, mais de me sentir à l'équilibre équilibré dans ce que je fais. Et j'aime pas du tout être stressé. C'est un truc que j'aime pas cette sensation-là. Donc je vais essayer toujours de faire en sorte de le tenir à l'écart, quoi, entre guillemets. Et je me sens bien quand je suis justement là-dedans, quand je suis dans cette espèce de bulle de sérénité, on va dire, pour faire simple. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on vous a dit d'entrepreneur qui vous servira toute votre vie? Est-ce que Fabien, à l'époque, nous a dit un truc? Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais en fait, avant de monter Pierre et Julie, on a fait une couveuse d'entreprise. On est resté en couveuse d'entreprise pendant 1 an pour justement apprendre aussi à gérer une entreprise et pas se lancer comme ça
Donc j'essaie de me souvenir de notre mentor de l'époque. Est-ce qu'il nous aurait dit, Fabien, quelque chose qui nous est resté En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que et finalement, enfin, c'est parce qu'on s'est lancé sans avoir trop d'objectifs réellement. Mais ce que j'ai compris un peu tard, on va dire, c'est qu'en fait, on n'est pas vidéaste, on est entrepreneur et donc ça a plein de casquettes. C'est ça qui a été stressant au départ, c'est que justement, je me rendais pas vraiment compte de ça et il y avait beaucoup de choses à gérer qui ne faisaient pas partie du métier de vidéaste et c'est ça qui me stressait. Et au moment où j'ai pris conscience qu'en fait, il y a plein de casquettes et qu'il faut plus ou moins toutes les gérer, ça a un petit peu changé ça, ma vision et ma compréhension et mon état d'esprit. Donc ça m'a pas mal aidé, ouais. Ce côté-là, on n'est pas juste vidéaste, mais il y a plein de métiers autour. Ça permet aussi quand on accepte ça, ça permet aussi de se dire, bah oui, bah ok, bah il y a ça aussi à faire, donc il faut que j'apprenne à le faire, il faut que j'apprenne à le faire bien. Et voilà, il y a ce genre de choses. Et il y a aussi le côté, en tant qu'entrepreneur, il y a le côté, faut pas lâcher, il faut chercher c'est pas le faire à fond, mais faut chercher à faire les choses et les faire bien. Donc il y a ce côté-là aussi, en tant qu'entrepreneur. C'est très bien. Je n'ai rien à ajouter à ces propos qui sont tout à fait justes et sensés. Ok. Et c'était quand, à quel âge, la pire période de votre vie? La pire période de ma vie, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. La réponse la plus courante. C'est vrai, parce que c'est vraiment une période de merde, non? Oui, tout à fait. T'es plein d'ambitions qui sont freinées, incomprises, mais parfois à juste titre par les adultes qui t'entourent et qui, eux, ont le recul nécessaire. Et tu vis les choses, moi, en tous les cas, j'ai vécu les choses avec beaucoup d'injustice. Je me suis retrouvée avec d'immenses responsabilités très jeunes qui m'ont fait grandir très jeune. Et du coup, ça a été une période paradoxale où j'avais beaucoup de liberté pour compenser ces énormes responsabilités. C'est comme ça que mes parents ont géré le truc. Et à la fois, je changerais rien parce que c'est complètement grâce à ça que je suis qui je suis. Et en même temps, c'était vraiment une période de merde. Eh ben, j'ai beaucoup de mal, moi, à définir de mon côté, puisque... J'ai toujours été hyper heureux. Non, mais en fait, je crois que c'est trop bien ma vie. Non, c'est pas vraiment ça, mais je pense que la machine humaine est bien faite, c'est qu'on oublie ce qui est désagréable. Mais il y a des moments désagréables tout le temps, mais des choses bien. J'avoue que mon adolescence, c'est vrai que j'aimais pas vraiment l'école, mais j'ai adoré cette période-là, quoi. Et donc c'est très difficile de dire quelle est la période qui a été le plus difficile. Ensuite, ça a été sur les 2-3 dernières années, on a fait des changements aussi, nous, on a déménagé, donc il y a beaucoup de choses, on va dire, techniques qui rentrent en jeu, qui sont compliquées, mais en même temps, c'est une expérience géniale. C'est assez difficile de déterminer une période dure qu'une autre. Ouais, plus dure qu'une autre. Ouais, parce que c'est pas les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes difficultés, mais c'est pas les mêmes joies non plus, quoi. Ouais. Si, ça y est, j'en ai une. Une période difficile pour moi, ça a été le post-confinement. Le post-premier confinement, ça a été difficile. Le deuxième confinement, ça a été très difficile. C'était des périodes qui m'ont fait me renfermer sur moi-même et je m'attendais pas vraiment à ça, quoi. Et autant le premier confinement, j'ai adoré. En fait, on a un chien, donc on pouvait aller se promener. Il y avait personne dans les rues, c'était ultra agréable, quoi. Donc ça, c'était des moments super chouettes. C'était un truc un peu nouveau. On était tous les deux à la maison. Ça s'est super bien passé sur cette période-là. Moi, je me suis vraiment régalé. C'est clair que c'était cool. Le deuxième, ça a été difficile. Ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Ça serait ça pour moi. Ok. Et qu'est-ce que vous diriez au Pierre et à la Julie de l'adolescence et du deuxième confinement, du coup, aujourd'hui, avec le recul que vous avez? Moi, je dirais de rien lâcher. Je dirais que je suis plus forte et courageuse que peut-être je ne le croyais à ce moment-là. Je ne le pensais à ce moment-là. Et que ça va bien se passer. Ça va le faire. Moi, je dirais que j'ai pris conscience que on s'adapte, on évolue en fonction des situations, donc il faut pas non plus trop stresser quand les choses se passent pas comme on le voudrait et que en fait, voilà, on évolue, on s'adapte et on est une espèce qui arrive à rebondir et à se renouveler, on va dire.
Donc voilà, pas trop de stress, pas se stresser là-dessus non plus, quand les choses vont pas bien. Trop bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. C'était hyper intéressant. On est là depuis 1 heure déjà. Merci à vous. C'était trop bien. J'ai hâte de partager cette interview. Et puis, je dis à tous les vidéastes d'aller à votre workshop en octobre, du coup. Ouais, fin octobre. On doit attendre encore un petit peu avant de vraiment ouvrir les inscriptions et tout, parce qu'on a encore des petites choses à valider, mais ouais. D'ici qu'il sort, ça sera peut-être le cas, parce que j'ai à peu près 6 semaines de décalage. C'est possible. Écoute, faut qu'on attende, parce qu'on travaille avec quelqu'un pour la com, donc on attend que la personne, en l'occurrence Claire et Stéphane, va s'occuper de tous les graphismes. Voilà. Je l'adore, ils sont déjà venus. Oui, je sais, j'ai écouté déjà leur podcast avec toi. Et il est très cool d'ailleurs. Et du coup, on attend qu'elle ait fini de son côté le travail qu'elle doit nous fournir. Et puis, c'est à peu près fin mars. Ouais, c'est grosso ça. modo. Nous, on a des petites choses sur le programme à peaufiner, mais c'est sûr, puisque voilà, on a quand même trouvé le lieu et tout. Donc, c'est sûr, ce sera fin octobre. Trop bien. Bravo. Merci. Et merci encore. Merci à toi, puis merci pour ta patience du coup, parce que t'aurais pu dire aussi bon allez c'est bon là, ils m'ont saoulé. Non, quand il y a des... En fait, je me dis qu'il y a toujours une raison. Peut-être que quand on l'aurait fait peut-être que si on l'avait fait il y a 1 an, on n'aurait pas du tout dit la même chose et que c'était fait pour être maintenant, tu vois. Ouais. Donc, tous les cas, merci à toi vraiment pour ta patience. Merci beaucoup. C'est cool. Bisous Magali, ciao. À très vite. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag-nous Pierre et Julie et moi, ça nous fera trop plaisir. Et tu sais, on t'a parlé de leur formation. Elle aura lieu du 20 au 26 octobre 2024, une formation vidéo en immersion totale dans une maison au bord de l'océan à Mimizan dans les Landes. Si ça fait pas rêver. Créer un film avec du sens, créer un film unique, 5 jours de pratique autour de la réalisation vidéo, de l'écriture à la post-production, c'est ce qui t'attend si tu participes à cette formation. Si ça t'intéresse, contacte Pierre et Julie directement sur Instagram. Et puis tu peux toujours nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.